L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H s'intéresse à un phénomène parmi les plus incroyables du monde de l'ufologie. La vague d'apparitions de phénomènes inexpliqués en France lors de la fin d'année 1954. Par centaines, des témoins ont constaté que le ciel se remplissait d'ovnis, et ce, dans toutes les régions. Il paraît bien compliqué d'expliquer cette ahurissante recrudescence de phénomènes impossibles à comprendre. Ce que l'on sait aujourd'hui, en revanche, c'est que certains se sont amusés à faire monter la sauce. Le tout en trichant. Alors 1954, un simple feu de paille dans le ciel de France ? Nous sommes le 16 octobre 1954. Un samedi soir comme tous les autres, à Bélestat, une commune de l'Ariège. Au milieu d'une végétation omniprésente, les montagnes et les vallons donnent à l'ensemble de ce paysage reconnaissable entre tous un caractère unique, charmant. En cette fin d'été indien, les feuilles ont jauni. Elles ne sont pas encore tombées. C'est le perpétuel cours de la vie. L'automne chasse l'été qui lui-même tue le printemps. Ici plus qu'ailleurs, les saisons sont bien marquées et les habitants aiment profiter d'un calme olympien qui pourrait presque donner l'impression d'être privilégiés. Du moins, habituellement. Ce soir, en effet, au cœur de la nuit qui tombe, il se trame quelque chose. Non loin des passants qui flânent et profitent des dernières températures douces de l'année, se trouve le col de la Croix du Millet. Le paysage est grandiose. Le massif, tout entier, est imposant. Il domine la vallée d'une puissance qu'il ne partage pas. À peine la nuit naissante permet-elle aux locaux déambulants de remarquer le belvédère sur lequel trône une grande croix chrétienne implantée là-haut, témoin de la ferveur religieuse. Marcel est dans son jardin. Chaque soir, à la belle saison, il aime se reposer sous sa pergola. Depuis une position bien précise, il parvient à voir la croix. Elle le subjugue, plus encore de nuit que de jour. Le jeune retraité se perd dans ses pensées en la regardant. C'est une habitude qu'il ravit. Jusqu'à ce soir. En effet, alors que sa tasse de thé est encore fumante entre ses mains, Marcel est tiré de sa rêverie. Au départ, il doit plisser les yeux pour être certain de capter le moment qu'il est pourtant bel et bien en train de vivre. Tout autour de la croix, se déplaçant dans le ciel à vitesse égale, il remarque des boules lumineuses, jaunes, vertes, rouges. Il laisse passer 2 minutes, puis 5, puis 10. Estomaqué, Marcel appelle sa femme. « Chérie, appelle la police. Il se passe quelque chose d'étrange sur le Millet. » Les autorités, une fois averties, arrivent rapidement sur les lieux et constatent, elles aussi, les orbes dansants et lumineux. Tout le pays est en alerte depuis des mois. Les témoignages se sont multipliés. La France croule sous les apparitions d'ovnis. L'Ariège, depuis ce soir, ne fait plus exception. Les policiers, dans leur PV, consignent l'apparition sans pouvoir l'expliquer. Par peur, peut-être, personne n'ose monter en haut du Millet pour voir ce qu'il se trame vraiment autour de la fameuse croix. L'affaire est rapportée à la presse. La Dépêche du Midi y consacre un dossier complet. Les témoignages sont consignés et bientôt les ovnis du Millet deviennent un cas d'école. Il faut dire que ce soir-là, les personnes assistant à l'événement se comptent par dizaines, que leurs histoires sont cohérentes et semblent toutes indiquer la présence d'engins bien étranges dans le ciel. Dans de nombreux ouvrages depuis, les auteurs mentionnent les ovnis de l'Ariège pour étayer leur thèse et appuyer l'existence d'apparitions inexpliquées. Oui, mais dans le cas présent, la vérité est ailleurs. Si durant des dizaines d'années, la France entière a cru voir dans le ciel ariégeois des soucoupes venant d'un autre monde, il n'en est rien. Et pourquoi, me direz-vous ? Plus de 50 ans après les faits, ceux qui en sont à l'origine ont fini par avouer l'impensable. Ce n'était qu'une mauvaise blague. Parmi les plaisantins se trouve même un ancien policier, René Lagarde,
Lui et certains de ses amis décidèrent, sous l'influence des affaires ufologiques relatées dans toute la presse du pays, d'apporter leurs pièces à l'édifice. Grimpant le long du millet, la petite bande mit au point un engin lumineux un peu spécial à partir d'un guidon et d'une roue de vélo agrémentée de lampes multicolores. Les jeunes se mirent à courir en portant l'objet autour de la croix et l'imagination des témoins fit le reste. Tous les villages ou presque, rassemblés dans la salle des fêtes pour un concours de cartes en fut témoin. Le tour était ainsi joué. L'ancien garnement expliquera des années plus tard à la Dépêche cette incroyable soirée. Avec ce vélo spécial, on montait et on descendait autour de la croix. Il n'y avait pas d'arbres à cette époque. Dans la nuit, les gens voyaient mal et ils avaient l'impression que ces lumières montaient et descendaient dans le ciel. Mais ce n'est pas tout. Les jeunes, contents de leur coup, sont redescendus dans le village. C'est alors qu'est passée dans le ciel une étoile filante que les villageois vont évidemment mettre en corrélation avec les phénomènes précédents. Les gamins tentent bien de s'expliquer. Lagarde ajoute ceci. Quand nous sommes redescendus, on a essayé de dire que c'était nous. J'ai même reçu une baffe de la part de quelqu'un qui me traitait de menteur. L'affaire a pris de l'ampleur. On n'a pas osé en reparler. Et depuis, on vit avec ce secret. Ce n'est qu'en 2009 que le poteau rose est dévoilé. Évidemment, dans le monde de l'ufologie, ce qu'on appellera par la suite le canular OVNI le plus célèbre du monde va faire l'effet d'une bombe. On peut le comprendre. Au-delà de la blague en elle-même, cette histoire met en lumière le fait que certains des témoignages recensés en 1954 en France sont tout simplement bidons. Le jeune plaisantin de l'Ariège le dit bien d'ailleurs. Dans les journaux, à la radio, on parlait que d'OVNI. Alors on s'est dit, ils en veulent, on va leur en offrir. Mais le nœud qui se tisse alors est gordien. Comment démêler le vrai du faux? Qui dit la vérité? Et qui se cache derrière des faux-semblants? Est-il réellement possible d'y voir plus clair? Difficile à dire. Au-delà des canulars, le plus étonnant peut-être, avec ce qu'on a appelé la vague de 1954, est le fait qu'elle est tombée dans une espèce d'oubli teinté d'indifférence en France comme ailleurs. C'est pour le moins interpellant. Lorsqu'on sait que la presse nationale, durant des mois, se fait écho de ces phénomènes qui sont rapportés par centaines. Indubitablement, l'automne 54 est un moment particulier pour les passionnés d'ufologie. Cela veut-il dire pour autant que les ovnis se sont précipités sur le pays des Lumières afin de l'observer? Peut-être pas toujours, comme nous venons de le voir. Le nombre croissant des témoignages parvenant aux autorités cette année-là est aussi le fruit de cet engouement soudain et résulte d'une observation plus minutieuse de la Voie lactée. Ainsi, dans de nombreux cas rapportés, une explication plus rationnelle est finalement trouvée auprès des enquêteurs. Notons pour l'exemple celui d'un homme originaire de Châteauroux qui, en sortant d'un café avec des amis, remarque un point très lumineux dans le ciel. Affolé, il s'en va avertir les services de gendarmerie. Une enquête est ouverte et finalement, l'homme s'est laissé surprendre par une étoile plus brillante que les autres cette nuit-là. Évidemment, cela ne veut pas dire pour autant que tous les témoignages de 54 sont à jeter aux oubliettes, loin de là même. Il ne faut pas nier une certaine part de faux témoignages, généralement motivés par l'intérêt soudain et affirmé de la question OVNI dans la presse et dans les médias du pays. C'est même d'ailleurs ici et là orchestré de toutes pièces. Nous venons de le voir avec le phénomène de Bélestat, resté très célèbre et pourtant aujourd'hui considéré comme un coup monté. Il faut donc rester prudent face à ces rapports et observations, et assurément, tenter d'enquêter avec le plus de sérieux possible sur les descriptions rapportées. D'ailleurs, si le traitement de cette question vous intéresse, je vous renvoie vers l'étude du phénomène par Jonathan Ginet et Annie Joignot. Ufologues de leur état, ils ont mené à bien la publication de 2 tomes au sujet de la vague d'OVNI en France en 1954. Un 3e opus est d'ailleurs en préparation. Si ce travail n'est pas celui d'historien, il a au moins le mérite de montrer l'impact du phénomène dans la presse française. Et il est véritablement considérable.
Ginet, co-auteur de ce titanesque ouvrage de rassemblement de sources, le souligne d'ailleurs parfaitement bien dans ses interviews données sur le sujet. Il y a matière réelle pour mener à bien des études historiques en tant que telles sur le sujet et à partir des sources primaires. Entre les articles, les PV émis par les autorités ou les enquêtes menées par différentes associations, le prisme est large et pourrait être exploité avec méthode et rigueur par des chercheurs reconnus. Pour la petite histoire, Armel Aubert, dont nous avons parlé au début de notre histoire, a réellement vécu les choses comme nous l'avons relaté. Il est d'ailleurs devenu lui-même ufologue à la suite des apparitions de 1954. Il aurait eu d'autres rencontres de ce type, plusieurs d'entre elles ayant eu lieu notamment durant la décennie 70. Il fut même le doyen de cette science liée à la vie extraterrestre, s'exprimant toujours sur le sujet en 2012, alors âgé de 98 ans. C'est certain. Les ovnis, eux aussi, peuvent créer des vocations. Voilà pour ce récit que j'ai le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.